Bonjour, je m'appelle Hana Emmanuelis Lotzker, je travaille au Bitoire Leumi au service des conventions internationales et je vous parle aujourd'hui depuis la Sornout. Je vais vous faire une explication en fait sur les conventions internationales avec un accent sur la France bien entendu. Et je vais vous parler, tout d'abord je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le Bitoire Leumi et je vais expliquer en approfondi qu'est-ce que c'est en fait une pension de vieillesse et quelles sont les conditions pour y avoir droit et quel est le calcul en fait de la pension de vieillesse. Qu'est-ce que c'est le Bitoire Leumi? Avant que je commence, je m'excuse pour les personnes qui sont avec nous sur internet. Vous pouvez écrire vos questions si vous avez des questions durant mon exposé. Nous pourrons répondre aux questions à la fin de l'exposé, pas durant l'exposé, donc je ne peux pas vous entendre pendant que vous parlez maintenant. La première chose dont je veux parler, c'est qu'est-ce que c'est le Bitoire Leumi? Le Bitoire Leumi, en fait, littéralement, ça veut dire assurance nationale. Qu'est-ce que c'est assurance nationale? Ça veut dire que d'un côté, les personnes payent une assurance pendant toute leur vie et que d'un autre côté, ça leur donne des prestations quand ils en ont besoin. Donc en fait, le Bitoire Leumi est composé de deux grands départements. Un qui encaisse l'argent, ça s'appelle Bitoire, et une autre partie qui en fait paye les pensions auxquelles les personnes ont droit durant leur vie. Du point de vue de l'encaissement, en fait, une personne paye le Bitoire Leumi à partir du moment où elle est résidente et à partir du moment où elle atteint l'âge adulte, c'est-à-dire 18 ans. Toutes les personnes sont tenues de payer le Bitoire Leumi, peu importe quelle que soit la situation, sauf quelques très rares cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne a 18 ans et qu'elle est résidente en Israël, elle va cotiser, quelle que soit sa situation. Qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, qu'elle étudie, qu'elle soit au service militaire, cette personne va devoir cotiser. Les personnes qui ne cotisent pas sont en fait les femmes au foyer, c'est-à-dire qu'une femme, à partir du moment où elle se marie et qu'elle ne travaille pas, elle ne va pas cotiser. Par contre, si elle travaille, elle va cotiser par son travail. En fait, la cotisation se fait directement à la source, c'est-à-dire qu'une personne qui travaille va voir le Bitoire Leumi déduit automatiquement de son salaire. Les personnes qui ne travaillent pas et qui n'ont pas la possibilité de payer à la source doivent se payer de leur propre chef. Le paiement du Bitoire Leumi est composé en fait de deux groupes. Le premier groupe, c'est l'assurance maladie. Et le deuxième groupe, c'est en fait la sécurité nationale. C'est-à-dire qu'en fait, le premier groupe, la caisse maladie, une personne est affiliée à l'assurance maladie à partir du moment où elle est résidente, automatiquement et obligatoirement. Il y a 4 caisses maladie connues en Israël qui sont donc gouvernementales. Vous les connaissez sûrement, c'est Maccabi, Clalit, Meochedet, Leumit. Donc une personne automatiquement est affiliée à une de ces caisses et elle paye ses paiements par le Bitoire Leumi automatiquement de son salaire si elle travaille et toute seule si elle ne travaille pas. Ça représente en général 5% des revenus de la personne, la caisse maladie. Et ça lui donne droit en fait aux prestations de base d'une caisse maladie, comme les visites chez le médecin, etc. D'un autre côté, la personne paye la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est dans toutes les rentes auxquelles elle pourrait avoir droit durant sa vie, comme par exemple l'assurance vieillesse, le chômage, etc. Donc ça représente en général 7% du salaire ou des revenus. En tout, une personne paye 12% de ses revenus pour avoir droit en fait à la sécurité sociale et pour être assurée. Ce qui est important de savoir du point de vue de différence entre la France et Israël, c'est que la caisse maladie, effectivement, est payée par le Bitoire Leumi. Le Bitoire Leumi encaisse le paiement de l'assurance maladie, mais l'assurance maladie dépend en fait du ministère de la Santé et le Bitoire Leumi, qui est la sécurité sociale en Israël, en fait ne donne pas la prestation maladie, cela est dépendant donc du ministère de la Santé. Ça c'est une grosse différence avec la France, donc c'est très important de le savoir pour les personnes qui font leur alia, de comprendre comment ça fonctionne. Ça on a parlé maintenant du paiement, donc on a expliqué qu'il y avait deux paiements, la caisse maladie et le Bitoire Leumi. Du point de vue de la caisse maladie, encore une petite précision, il est possible bien sûr de contracter des assurances complémentaires qui sont en fait payées directement par la personne à la caisse complémentaire, dans la même caisse à laquelle la personne est affiliée. Par exemple, si j'appartiens à la caisse Clalit, je paye par le Bitoire Leumi les prestations de base, mais si je veux, je peux faire un upgrade et payer de mon propre chef une somme supplémentaire pour avoir droit à des prestations supplémentaires, comme par exemple des visites chez des médecins spécialistes,
ou certains médicaments, ou certaines opérations qui ne sont pas comprises dans les prestations de base. Donc nous avons parlé maintenant du paiement. Parlons des rentes. Les rentes qui sont payées en fait par le Bitoach Leumi, c'est des rentes qui accompagnent la personne durant toute sa vie. C'est aussi bien les allocations familiales quand elle a des enfants, que l'assurance vieillesse quand elle arrive à l'âge de la pension, les pensions de réversion, le chômage, les milouïm quand une personne part faire des milouïm, les accidents du travail, l'invalidité. Toutes ces pensions-là sont payées par le Bitoach Leumi. Et les personnes y ont droit si elles remplissent un minimum de conditions. Le Bitoach Leumi se partage en fait en deux grosses branches, à part le fait qu'il y a donc les encaissements et les paiements des pensions. Le Bitoach Leumi, il y a les bureaux principaux qui se trouvent à Jérusalem et il y a les succursales, c'est-à-dire qu'en fait chaque ville a une succursale du Bitoach Leumi qui comprend normalement toutes les branches, aussi bien du point de vue des encaissements que du point de vue du paiement des pensions. Dans les coulisses, si on peut dire, il y a le bureau principal qui se trouve à Jérusalem et là-bas se trouve en fait chaque département, le département maire qui en fait donne les renseignements, les instructions et aide les départements qui sont dans les succursales pour leur donner donc des instructions. Maintenant je vais parler donc tout particulièrement des conventions internationales, puisque c'est le département dans lequel je travaille. Le département des conventions internationales, en fait, se trouve seulement au bureau principal, ne se retrouve pas dans les succursales du Bitoach Leumi. Le bureau des conventions internationales s'occupe en fait des conventions signées entre l'Israël et des autres pays. Je m'excuse, Moshe, est-ce que... יש לי מצגת, שכחתי להגיד לך, אפשר תוך כדי או שלא? לא. מצגת. Ok. Donc en fait le bureau des conventions internationales s'occupe des conventions qui sont signées avec d'autres pays, entre Israël et des autres pays, et qui permettent en fait de rendre les lois qui font qu'on a droit ou pas droit à certaines prestations de la sécurité sociale accessibles aux personnes qui sont en fait des résidents parfois d'un autre pays. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partent d'un pays à un autre. Prenons par exemple Israël et la France, bien sûr. Si je suis résidente israélienne et que je m'en vais en France, je n'aimerais pas perdre mes droits qui sont en Israël et j'aimerais aussi avoir mes droits en France. S'il n'y a pas de convention signée dans ces deux pays, il n'est pas forcément dit que je pourrais garder mes droits, alors que quand il y a une convention, cela permet en fait de garder ses droits en tant que citoyen ou en tant que résident de l'autre pays. Il y a 17 conventions qui sont signées entre Israël et d'autres pays. La France, en fait, est une des plus importantes, une qui procure le plus de travail. Il y a une très très grosse alliée de la France en ce moment. Et donc la France est vraiment un très très gros morceau des conventions signées avec Israël. C'est aussi une des plus anciennes, puisqu'en fait elle a été signée en 1965. La première convention qui a été signée est la convention avec l'Angleterre. Et la France et la Belgique sont les deuxième et troisième respectivement conventions qui ont été signées. Les deux gros sujets traités dans les conventions, comme les deux gros sujets que traite le Bitoach Leumi, sont donc les sujets des encaissements et les sujets des pensions, les droits aux pensions. Le sujet des encaissements concerne en fait tout particulièrement le paiement donc, des personnes qui sont assurées, ou en Israël ou en France. Et en fait, c'est tout particulièrement pour les personnes qui partent travailler dans un autre pays que celui dont ils sont résidents. Dans ce genre de cas, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est les personnes qui sont détachées et envoyées par leur employeur travailler à l'étranger. Et le deuxième cas de figure, c'est une personne qui serait partie de son propre chef et qui décide de partir dans le deuxième pays pour travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Normalement, une personne, en tant que résidente, doit payer son Bitoach Leumi, sa sécurité sociale, dans le pays dont elle est résidente. D'un autre côté, quand elle part travailler dans le deuxième pays qui, en fait, a engagé cette personne, veut que cette personne lui paye aussi la sécurité sociale. Donc la personne se retrouverait obligée de payer, en fait, dans les deux pays la sécurité sociale. La convention aide, dans ce genre de cas, à faire que la personne ne sera, en fait, obligée de payer que dans un seul des pays qui dépend, en fait, du cas de figure. Si la personne est détachée par son employeur, et qu'elle est envoyée dans l'autre pays, l'employeur s'engage à continuer à payer la sécurité sociale pour son employé et par conséquent s'adresse à nous afin que nous lui sortions un certificat comme quoi cette personne continue à rester affiliée dans le pays en question, Israël,
Et en fait, quand elle part en France, elle est exemptée de payer la sécurité sociale en France. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, pour le cas d'une personne qui déciderait de partir seule travailler en France, de son propre chef, et qui veut continuer à garder ses droits en Israël et à payer le bitoire laomi en Israël, et que ses droits soient accumulés pour la retraite et pour l'assurance maladie, etc. Cette personne donc va partir en France et va être obligée de payer la sécurité sociale en France. Et par conséquent, à ce moment-là, ce qui va se passer, elle va nous envoyer des preuves qu'elle a payé la sécurité sociale en France, et nous allons en Israël l'exempter du paiement de la sécurité sociale, seulement la partie de la sécurité sociale. Vous vous rappelez que j'ai parlé de deux paiements qui sont faits par le bitoire laomi, un qui concerne la sécurité sociale, donc les rentes, et l'autre qui concerne l'assurance maladie. Cette exemption ne concerne pas l'assurance maladie, mais exclusivement la sécurité sociale. C'est-à-dire que la personne va continuer à payer l'assurance maladie dans le pays où elle est résidente, et sans doute aussi contracter une assurance maladie dans le pays où elle va travailler, mais du point de vue de la sécurité sociale, elle va ne payer que dans le pays où elle travaille en ce moment-là, et va nous envoyer des preuves pour qu'on puisse lui rembourser en fait le paiement de la sécurité sociale qu'elle a fait en Israël, de façon à ce qu'elle ne paye pas le double paiement. Donc ça, c'est pour le sujet des encaissements. C'est donc ce que la Convention vient faire pour aider les personnes du point de vue de l'encaissement. Maintenant, la deuxième grosse partie dont on va parler maintenant et sur laquelle on va s'attarder, c'est la question des pensions et des rentes. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit au début, la Convention permet d'effectuer des paiements de pension à des personnes qui seraient résidentes dans le pays de Convention, même si une des conditions, par exemple en Israël, une des conditions pour avoir droit à une pension de vieillesse, c'est d'être résident en Israël. Eh bien, la Convention vient justement pallier à ce problème et faire que la personne aura droit aussi si elle est dans un pays de Convention. Ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'il est possible de recevoir des pensions des deux pays indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire que le fait que je reçoive ma pension d'un des deux pays ne vient pas à l'encontre du fait que je reçois la pension du deuxième pays. Je peux recevoir des deux pays en même temps. Maintenant, je vais expliquer en profondeur quelles sont les conditions pour avoir droit à une retraite israélienne. En fait, il y a 4 conditions pour avoir droit à une pension en Israël. La première, c'est d'être résident en Israël. La deuxième, c'est d'avoir atteint l'âge légal de la retraite. La troisième, c'est d'avoir accumulé le minimum de période nécessaire. Et la quatrième, qui est fonction de l'âge, je vais l'expliquer par la suite, c'est de ne pas dépasser un certain seuil de revenus. Alors, passons en revue les 4 conditions pour avoir droit à la retraite. La première, être résident israélien au moment où on atteint l'âge de la retraite, est une question, comme je l'ai expliqué, qui, grâce à la Convention, n'est plus une condition, puisque si la personne veut recevoir sa retraite d'Israël et qu'elle est résidente en France, elle peut aussi, malgré qu'elle ne soit pas résidente en Israël. C'est le cas seulement dans les pays de Convention, bien sûr. Donc, quelqu'un qui, par exemple, irait habiter en Espagne, avec lequel Israël n'a pas de convention, n'aurait pas droit à continuer ou à commencer à percevoir sa pension d'Israël, même s'il a cotisé toutes les périodes. C'est seulement s'il habite dans un pays de convention. Pays de convention, donc la France. Donc quelqu'un qui habite en France et qui veut se demander sa pension d'Israël aura droit de toucher sa pension d'Israël en fonction de cette condition en tout cas. Le deuxième point dont on va parler, c'est de l'âge de la retraite. Donc quel est l'âge de la retraite en Israël? Il y a 2 seuils d'âge et il varie selon si on est un homme ou une femme. Les 2 seuils d'âge de la retraite pour les hommes sont 67 ans et 70 ans. Donc il y a 3 ans de différence. Pour les femmes, elles varient selon l'année de naissance, mais si on parle des femmes qui arrivent à l'âge de la retraite aujourd'hui, elles sont de 62 ans et 70 ans. Il y a donc un laps de temps de 8 ans entre les 2 seuils d'âge. Progressivement, jusqu'à 2017, normalement, l'âge des femmes devra augmenter, l'âge de pension, le premier seuil devra augmenter et arriver à 64 ans. Les femmes qui sont nées bien avant, l'âge de pension commençait à 60 ans même, mais aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à la pension, une femme qui arrive à la pension, c'est 62 ans. Alors, quelle est la différence entre les 2 seuils d'âge? Pourquoi il y a 2 seuils d'âge? La différence, c'est que le premier seuil d'âge, que nous allons appeler l'âge de pension, à ce stade-là, pour avoir droit à une pension, à part de remplir les autres conditions, les revenus sont vérifiés. Si les revenus dépassent un certain niveau, la personne n'aura pas droit à sa retraite tout de suite et sa retraite sera ajournée au 2e seuil d'âge, ou alors, avant cela, si les revenus baissent entre les 2 seuils d'âge, au moment où les revenus vont baisser. Le 2e seuil d'âge, que nous allons appeler l'âge absolu, est un seuil d'âge où les revenus ne sont plus vérifiés. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends un homme qui arrive à l'âge de 67 ans, au premier seuil d'âge, on va examiner ses revenus. Si ses revenus dépassent un certain seuil, il n'aura pas droit tout de suite.
S'il arrive à l'âge de 70 ans, peu importe quels que soient ses revenus, il peut continuer à travailler et gagner 20 à 50 000 shekels par mois. Ce ne sera plus une condition pour avoir droit à la retraite, et il aura droit à la retraite malgré que ses revenus soient hauts. Maintenant, une personne qui à 67 ans n'a pas eu droit à sa retraite, mais qui à 68 ans arrête de travailler et que ses revenus baissent, peut avoir droit à sa retraite à 68 ans. Il ne faut pas attendre le deuxième seuil d'âge. Donc ça, c'est pour l'histoire de l'âge pour avoir droit à la retraite. La troisième condition, c'est la condition des périodes d'assurance. Pour avoir droit à une retraite en Israël, il faut avoir cotisé minimum 144 mois d'assurance, c'est la condition, donc 12 ans, ou une autre condition qui a été faite pour favoriser l'aliyah des personnes qui sont arrivées à un âge plus âgé et qui n'auraient pas eu la possibilité de cotiser toute cette période, 60 mois dans les 10 années qui précèdent l'âge de la retraite. C'est-à-dire, par exemple, si l'âge de la retraite pour un homme est 67 ans et quelqu'un va arriver en Israël à 60 ans, okay, et donc pour cotiser 12 ans, ça l'aurait rapporté à 72 ans, et bien il va pouvoir cotiser seulement pendant les 5 années qui sont dans les 10 années qui précèdent l'âge de la retraite. Donc entre 60 et 67 ans, il aura cotisé 7 années, donc il remplira aussi la condition pour avoir droit à la retraite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe grâce à la Convention? On a dit que ça c'était une des conditions pour avoir droit à la retraite, mais la Convention permet en fait l'accumulation des périodes d'assurance avec le deuxième pays. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un n'a pas accumulé toutes les périodes nécessaires en Israël pour avoir droit à la pension, il va pouvoir prendre les périodes qu'il a accumulées en France, les rajouter pour arriver au minimum de mois nécessaires pour avoir droit à sa pension, et après il touchera une pension qui sera en fait partielle, proportionnelle au nombre de mois qu'il a cotisé en Israël, comparé au nombre de mois qu'il a cotisé en tout. Je vais expliquer après le calcul plus en profondeur, mais c'était important de noter ça du point de vue de la Convention, qui donc permet de plier cette règle du nombre de mois nécessaires et d'accumuler les périodes travaillées en France. Alors quels sont les critères pour être assuré? Je l'ai expliqué aussi au début. Pour être assuré en Israël, il faut être résident israélien et avoir minimum 18 ans. À partir de ce moment-là, une personne est assurée normalement automatiquement, sauf une femme quand elle se marie et qu'elle ne travaille pas, comme j'expliquais, qui n'accumule pas les périodes d'assurance à ce moment-là, car elle ne paye pas d'assurance. Donc en fait, un homme qui serait israélien depuis le début et qui a 18 ans commence à cotiser, peu importe qui travaille pas, qui se marie pas, quoi qu'il fasse, il va cotiser jusqu'à l'âge de la retraite, et donc il va accumuler une grande partie de ces périodes d'assurance en Israël. Pour une femme, donc c'est un petit peu différent comme je l'ai dit. Une femme va accumuler à partir de 18 ans jusqu'au moment où elle se marie. À partir du moment où elle se marie, si elle continue à travailler, elle continuera à accumuler des périodes d'assurance parce qu'elle va continuer à payer, qu'elle travaille comme indépendante ou comme salariée. Par contre, si elle se marie et qu'elle arrête de travailler, elle va arrêter de cotiser. Okay? Si elle se remet à travailler plus tard, elle recommencera, évidemment. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour une femme au foyer? Alors, je vais juste expliquer pour les femmes au foyer ce qui se passe. C'est qu'en fait, si elle n'accumule pas le minimum de mois nécessaires et qu'en fait, elle s'arrête de cotiser, mettons qu'elle se marie à 20 ans, qu'elle a cotisé seulement 2 années et qu'elle n'a pas cotisé les 12 années nécessaires pour avoir droit, et qu'elle est mariée et qu'elle ne travaille pas toute sa vie, alors ce serait injuste qu'elle n'ait pas droit à une pension, malgré que, en fait, elle était résidente israélienne aussi. La loi a changé en 96 et fait qu'une femme au foyer peut aussi percevoir une pension, mais simplement, au lieu de la percevoir au premier seuil d'âge, elle pourra la percevoir au deuxième seuil d'âge. Et ce sera une pension, en fait, qui sera une pension de base. Après, j'expliquerai qu'est-ce qui se passe sur la pension, parce qu'elle peut être majorée par certaines choses. Sa pension sera simplement une pension de base, et elle sera payée seulement au deuxième seuil d'âge. Alors, ce qui est aussi important de préciser pour les genres de périodes d'assurés, on a dit qu'en fait, les périodes d'assurance peuvent être très diverses. Ça peut être des périodes qui sont cotisées alors que la personne est salariée, qu'elle est indépendante, qu'elle ne travaille pas, qu'elle est étudiante, qu'elle fait son service militaire, qu'elle est membre d'un kibbutz, etc. En Israël, toutes ces périodes-là sont considérées pour la pension. Alors que pour la convention avec la France, étant donné que la convention avec la France, qui est donc une des plus anciennes, a été signée à l'époque seulement pour les travailleurs salariés, cela signifie que dans ce cas-là, si une personne doit accumuler ces périodes avec la France, elle ne pourra accumuler que les périodes salariées qu'elle a cotisées en Israël et en France. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui n'aurait pas travaillé en Israël du tout, mais qui a quand même cotisé,
mais qui n'a pas cotisé suffisamment, qui aura besoin de ces périodes de France, ne pourra pas accumuler en fait. C'est seulement les périodes salariées des deux pays. Donc nous avons fini de parler des périodes de cotisation. On a dit que la quatrième condition, après le fait qu'on soit résident et qu'on ait atteint l'âge légal et qu'on ait atteint le nombre de périodes nécessaires, il y avait encore une chose qui était importante, c'était les revenus autorisés qui sont donc vérifiés seulement au premier seuil d'âge. Au deuxième seuil d'âge, ils ne seront plus vérifiés. Donc, en fait, les revenus qui sont autorisés, on vérifie les revenus de la personne du travail, par exemple, et aussi, bien sûr, premièrement du travail, mais aussi les revenus qu'il peut toucher, par exemple, des intérêts qu'il gagne à la bourse, ou par exemple, s'il loue un appartement, le bien qu'il reçoit, l'argent qu'il reçoit de cette location, etc. Tous ces revenus-là sont pris en considération pour vérifier s'il a droit à une retraite ou pas. Ce qui est très important de dire, c'est que les revenus d'une pension, si par exemple cette personne touche une pension de l'autre pays, ces revenus d'une pension ne seront pas pris en compte comme revenus. C'est-à-dire une personne peut toucher une très grosse pension dans la France et avoir quand même droit à une pension en Israël au premier seuil d'âge parce que ce revenu-là n'est pas pris en considération. Les revenus qui sont pris en considération sont les revenus du travail et des intérêts et des locations et ce genre de revenus. Juste pour avoir une petite idée, le revenu permis pour une personne seule, parce qu'en fait ça dépend, pour vérifier le seuil de revenu, on vérifie si une personne est seule, si elle a une personne qui est dépendante à sa charge, par exemple un couple, si elle a des enfants à sa charge, etc. Pour une personne seule, le revenu autorisé est en 2016 de 5 394 shekels. C'est-à-dire qu'une personne qui toucherait un salaire qui dépasse, mettons, 5 400 shekels, on va arrondir, n'aurait pas droit à une retraite tout de suite. Cette retraite sera ajournée soit quand son revenu va descendre, soit quand il atteindra le deuxième seuil d'âge. Donc ça concerne les revenus. Un autre point qu'il est important de dire pour les revenus, il est possible de toucher une pension partielle. Qu'est-ce que c'est une pension partielle? C'est une pension d'une personne qui en fait aurait dépassé le seuil de revenu autorisé, mais pas de beaucoup, et ça lui permettrait de toucher en fait une pension qui serait minoré de ce qu'il reçoit en trop, si on peut dire, de son travail. Par exemple, si on dit que le revenu autorisé est de 5 400 shekels, une personne qui gagnerait un salaire de 6 000 shekels, en principe, n'aurait pas droit à la retraite parce que son salaire dépasse le revenu autorisé. Mais il ne dépasse pas de beaucoup. Donc il y a un calcul qui se fait entre la différence qu'il y a entre la somme qu'il reçoit et le revenu autorisé. Là, dans notre cas, 6 000 shekels, il gagne 5 400 shekels, c'est autorisé, donc il y a une différence de 600 shekels. On prend 60% de ces 600 shekels, ce qui fait 360 shekels, si je ne me trompe pas, et on les déduit de la somme à laquelle il aurait droit. Ok? Donc on les déduit de la somme à laquelle il aurait droit s'il recevait une pension complète. Donc il a la possibilité de recevoir dès le premier seuil d'âge peut-être une pension partielle. D'un autre côté, il est important de savoir qu'une personne qui ne va pas recevoir sa retraite tout de suite et qui va ajourner sa retraite parce que ses revenus sont trop élevés, va avoir droit à une majoration de sa retraite pour ces années qu'il a perdues, entre guillemets, à cause de ses revenus. Ça signifie, en fait, que chaque année complète pour laquelle la personne n'a pas touché sa retraite parce que ses revenus étaient trop élevés, cette personne va recevoir encore 5% sur sa retraite. Prenons un exemple. Une personne, par exemple, qui arrive, je vais prendre un homme parce que c'est plus facile, qui arrive à l'âge de 67 ans et qui en fait touche un salaire, disons de 15 000 shekels et qui n'a vraiment pas droit à la retraite, on ne peut même pas essayer de calculer ici une pension partielle, il va arriver à l'âge de 67 ans et toucher 15 000 shekels, il ne va pas avoir droit tout de suite à sa retraite. Mettons qu'il continue à travailler jusqu'à 72 ans et qu'à 70 ans il arrive au deuxième seuil d'âge, donc en fait il va avoir droit à sa retraite à 70 ans, quels que soient ses revenus, même s'il continue à travailler. Mais en fait, il y a eu 3 ans pendant lesquels il n'a pas touché sa retraite, entre 67 et 70 ans. Pour chacune de ces années complètes, il va toucher 5%. Donc 3 ans fois 5%, il va toucher 15% de majoration sur sa retraite. Il y a la possibilité de choisir, en fait, si la personne dépasse le revenu autorisé de pas beaucoup et qu'il aurait droit à une pension partielle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il a le droit de choisir si toucher une pension partielle ou ajourner sa retraite et toucher le supplément qu'il va recevoir pour son ajournement de la pension. Il y a cette possibilité de choisir. Qu'est-ce qu'il en est de la rétroactivité, en fait? C'est une question aussi importante à savoir. En Israël, on a droit à recevoir une rétroactivité pour sa pension si on demande sa pension en retard
jusqu'à 1 an entre les deux seuils. C'est-à-dire, par exemple, pour un homme entre 67 et 70 ans, il y a 1 an de rétroactivité. Par contre, si la personne fait sa demande plus tard et que cette demande est faite après le deuxième seuil, elle pourra avoir droit jusqu'à 4 ans de rétroactivité, mais jusqu'à maximum 1 année dans les deux seuils. Qu'est-ce que ça signifie? Prenons plusieurs exemples. Par exemple, quelqu'un qui ferait sa demande à l'âge de 69 ans, entre les deux seuils, un homme, je parle, donc, les deux seuils sont 67 et 70 ans, quelqu'un qui ferait sa demande à l'âge de 69 ans aura droit seulement à 1 année rétroactivement, c'est-à-dire depuis l'âge de 68 ans, on lui paiera sa retraite, même s'il fait sa demande seulement à 69 ans. Quelqu'un qui va faire sa demande à 71 ans, par exemple, à 71 ans, il aura droit jusqu'à 4 ans, mais comme il a droit seulement à 1 année dans les deux seuils, donc il aura droit seulement à 69 ans, c'est-à-dire 1 année après le seuil et 1 année avant le seuil. Quelqu'un qui fera sa demande à 75 ans, par exemple, il a droit jusqu'à 4 années tant que ça n'arrive pas entre les deux seuils, donc il aura droit depuis 71 ans, il aura droit à 4 années rétroactives. Donc ça, c'est du point de vue de la rétroactivité. Maintenant, une petite explication en ce qui concerne le calcul de la pension. En fait, on aimerait savoir quelle est la somme de la pension. En 2016, la somme de base pour une pension pour une personne seule est de 1531 shekels. 1531 shekels, ça représente en fait 17,7% du salaire moyen en Israël. C'est la somme de base d'une retraite. Là-dessus, qu'est-ce qui peut s'ajouter? La première chose qui peut s'ajouter, c'est un supplément si la personne a une personne à sa charge. Comme par exemple, si son conjoint remplit certaines conditions et qu'elle est considérée à sa charge, il va recevoir un supplément de 770 shekels sur sa pension. Donc à la place de 1531 shekels, il va recevoir à peu près 2300 shekels. Ainsi que les enfants qui sont à sa charge, jusqu'à 2 enfants, en dessous de l'âge de 18 ans, ou dans certains cas jusqu'à même 24 ans. Si les enfants remplissent certaines conditions et qu'elles sont aussi à sa charge, jusqu'à 2 enfants, il peut recevoir des suppléments, un supplément pour chaque enfant 484 shekels. Là-dessus s'ajoute, si cette personne a de l'ancienneté, elle va rajouter pour chaque année au-dessus des 10 premières années, chaque année complète qu'il aura cotisé au-dessus des 10 premières années, ça va lui rajouter encore 2%. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui aura cotisé 15 ans, les 10 premières années ne comptent pas, les 5 prochaines années fois 2%, il aura droit à une majoration de 10% sur sa retraite. Le maximum est 50%. Une autre chose qui peut s'ajouter à la retraite, à part donc le fait d'avoir un supplément pour son conjoint et de l'ancienneté, il y a aussi l'ajournement de la pension dont on a parlé tout à l'heure, donc 5% pour chaque année où la retraite a été ajournée pour cause de revenus, ça peut aussi rajouter donc sur la retraite. Donc c'est comme ça qu'est calculée la retraite. La retraite de base, par-dessus éventuellement les personnes à charge, par-dessus l'ancienneté et encore par-dessus éventuellement un ajournement de la pension. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on parle d'une personne qui aurait eu sa pension grâce à la convention et qui n'aurait pas droit à une retraite entière? Elle aurait droit à une retraite partielle. Donc j'ai commencé à expliquer ça un petit peu tout à l'heure. Cette personne, donc, on va faire un calcul de combien de mois elle a cotisé comme salarié en Israël. Je dis bien salarié puisqu'on a dit que la convention franco-israélienne ne porte que sur les salariés. On va regarder combien de mois cette personne a cotisé comme salarié en Israël. On va diviser par le nombre de mois que cette personne a travaillé en tout comme salarié entre Israël et la France. Et ça va nous donner un pourcentage. Ce pourcentage sera en fait le pourcentage qu'elle va recevoir de la pension de base. Prenons un exemple. Si par exemple une personne a cotisé 50 mois comme salarié en Israël et 100 mois comme salarié en France. Si elle avait cotisé que 50 mois comme salarié en Israël, en principe, elle n'aurait pas droit à sa pension d'Israël du tout, puisqu'elle n'a pas cotisé le minimum des 144 mois ou des 60 mois dans les 10 années qui précèdent l'âge de la retraite. Donc elle n'aurait pas droit du tout. Grâce à la Convention, elle peut accumuler des périodes travaillées en France. Et donc, avec les périodes travaillées en France, les 50 et encore les 100 travaillés en France, ça lui fait 150 mois de travail salarié. Donc ça lui fait le minimum dont elle a besoin pour avoir droit à sa pension en principe. Alors, comment on va faire le calcul? On va prendre les 50 mois travaillés en Israël et on va les diviser par le total de toutes les périodes travaillées entre Israël et la France, soit 50 plus 100, 150. 50 divisé par 150, ça fait en fait un tiers. Donc cette personne va avoir droit à un tiers d'une pension normale, qui, je le rappelle, la pension de base est 1531 shekels.
un tiers de 1531 shekels, il va avoir droit donc à 500 shekels, plus ou moins, en gros. Là-dessus va s'ajouter bien sûr l'ancienneté, l'ajournement de la pension. S'il y a lieu, la personne à sa charge, là aussi ce sera en pourcentage de la pension. Prenons un autre exemple pour comprendre en fait ce qui se passe. Plus la personne a travaillé en Israël, bien sûr, mieux c'est pour elle. D'un autre côté, plus la personne a travaillé en France, et moins c'est bien, puisqu'en fait ça augmente la somme par laquelle on divise, et donc ça diminue le pourcentage. Je vais prendre un exemple, par exemple, d'une personne qui aurait travaillé 50 mois en Israël, et d'un autre côté aurait travaillé 200 mois en France, et non pas 100 mois. En fait, le calcul serait 50 travaillés en Israël sur 250 travaillés entre Israël et la France, et donc ça ferait seulement un cinquième d'une retraite. Donc au lieu d'avoir droit à 1531 shekels, elle aurait droit seulement à environ 300 shekels. Donc c'est comme ça que se fait le calcul en fonction de la convention. Une autre chose qui est importante de dire aussi, qu'en est-il de toutes ces personnes qui montent en Israël tard et qui n'auraient pas droit à une pension? En fait, ce qui se passe, c'est qu'après un certain âge, une personne qui monte pour la première fois en Israël, après l'âge, ça dépend de l'année de naissance, entre 60 et 62 ans, ne peut plus cotiser au bitoire laomi. Elle est exemptée, mais d'un autre côté, elle n'accumule pas des droits. Donc ce genre de personne qui monterait en Israël très tard et qui n'aurait droit à une de pension, il existe pour elle une pension qui s'appelle une pension personnelle spéciale, et qui est en fait une forme de complément de revenus, qui n'est même pas payé par le bitoire laomi, en fait, qui est payé par le ministère de... ça m'échappe le mot en français, mais ça va me revenir. Donc en fait, cette pension est comme la pension de base israélienne, 1531 shekels, simplement sans toutes les accumulations, et elle est payée à des personnes dont le revenu est très très bas et qui est au-dessous d'un certain seuil, au-dessous du minimum vital. Donc ces personnes peuvent avoir droit à une pension même si elles n'ont jamais accumulé de période d'assurance en Israël. De plus, il existe une autre aide aussi qui s'appelle un complément de revenu, qui est payé aux personnes aussi, même qui touchent une pension d'Israël ou qui ne touchent pas de pension d'Israël, et qui aussi n'ont pas le minimum vital et qui leur complètent le revenu afin de ne pas les laisser dans le besoin. Un dernier point qui est pris, qui est aussi réglé par les conventions, c'est les allocations familiales, donc les sommes que les personnes touchent pour leurs enfants. Et en fait, ce qui se passe normalement, c'est que quand une personne quitte son pays de résidence et s'en va, elle continue à percevoir ses allocations familiales pendant 3 mois, et après, elle commence à les percevoir dans le deuxième pays. La Convention règle cette chose-là en disant qu'en fait, pendant ce laps de temps de 3 mois, la personne peut choisir d'où elle va recevoir ses allocations familiales. Et en fait, en général, les personnes, bien sûr, préfèrent les recevoir de la France, puisque la France paye des allocations familiales qui sont plus importantes que Israël. Le dernier sujet dont je veux parler, c'est la pension de la France pour les personnes qui résident en Israël. Une personne qui réside en Israël et qui n'a pas encore commencé à recevoir sa pension de la France, ou qui perçoit déjà sa pension de la France, a le droit de continuer ou de commencer à la percevoir, même en étant résident israélien. En fait, une personne qui aurait déjà commencé à recevoir sa pension personnelle de la France va tout simplement annoncer à son organisme en France qu'il quitte, afin de pouvoir recevoir son paiement en Israël et donner bien sûr des nouvelles coordonnées bancaires par exemple. Elle va continuer à recevoir sa pension, donc à ce moment-là, cette personne-là n'aurait pas besoin de nous. Mais quelqu'un qui arrive en Israël avant l'âge de la retraite et qui n'a pas encore commencé à percevoir sa retraite en Israël, pour pouvoir la demander, il est obligé de passer par notre service qui est le service des conventions internationales. La France, en fait, à partir du moment où la personne n'est plus résidente, ne veut pas recevoir les demandes de retraite pour elle directement, elle veut que ce soit fait par un organisme officiel, donc c'est pour ça que ça passe par nous. La personne s'adresse à nous, nous lui envoyons les formulaires à remplir, ainsi que la liste des documents à joindre à la demande. La personne remplit les formulaires, nous renvoie les documents demandés, nous vérifions que les données sont exactes, tamponnons les formulaires et les envoyons en France. Les dossiers en fait de pension personnelle sont traités en général quasiment tous à la CARSA de Clermont-Ferrand. C'est là-bas que sont réunies toutes les demandes d'Israël pour les pensions personnelles. Les dossiers de demande de réversion sont en général réunis à Tours, à la CNAV de Tours. Donc nous envoyons les demandes. Après, le contact se fait en général directement entre l'organisme de France et les personnes et les assurés. Donc ils reçoivent d'autres formulaires à remplir, etc. Ils renvoient directement, entre autres, un certificat d'existence, les coordonnées bancaires, des formulaires concernant leur période de travail, etc., etc. Une fois que toutes les formalités sont faites, les personnes reçoivent leurs décisions et peuvent commencer à recevoir leur pension
en France, en Israël, pardon, leur pension de France en Israël. Notre service, le service des conventions internationales, est là pour aider si c'est nécessaire à remplir les formulaires ou à faire des vérifications face à l'organisme de France quand les personnes n'arrivent pas à joindre par elles-mêmes. Un dernier petit point que je sais qui intéresse énormément de personnes qui vont faire leur alia depuis la France, et donc à part le fait de savoir qu'ils vont pouvoir toucher leur pension de France même s'ils viennent avant, c'est les pensions d'invalidité. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la convention franco-israélienne ne comporte pas les pensions d'invalidité, donc ça ne se passe pas en fait par notre service, mais quand même un petit point, une petite lueur d'espoir, les pensions d'invalidité normales sont exportables, c'est-à-dire qu'une personne qui part de France et qui vient s'installer en Israël, une pension d'invalidité, elle peut continuer à la toucher. Par contre, les allocations pour adultes handicapés, les personnes qui les touchent doivent savoir de quoi je parle, ne sont pas exportables. Et elles sont conditions de résidence, c'est-à-dire qu'une personne qui cesse d'être résidente française ne va pas continuer à toucher ces allocations pour adultes handicapés. Seulement les pensions d'invalidité et aussi les pensions d'inaptitude au travail, des accidents du travail, pardon, sont exportables. Donc ça, c'est un point qu'il est important de savoir. Voilà, je suis ouverte maintenant à toutes les questions, sur des questions sur les pensions, sur les conventions. Donc, si vous souhaitez poser des questions, là, je m'adresse aux personnes qui nous ont peut-être suivis sur Internet. Et donc, vous pouvez nous joindre, le service des conventions internationales. Vous pouvez nous joindre par Internet, par email, en fait, c'est le plus simple, à l'adresse liaison, liaison, @n comme national, gov.il. Donc c'est la façon dont vous pouvez nous joindre si vous avez des questions concernant les conventions. Je dis bien sur les conventions. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. Vous pouvez vous adresser à nous aussi en français. Je vous remercie. Au revoir, bon après-midi.